Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire spécial organisé par Nos Voix comptent et dont le thème est intitulé Mesurer les avancées avec une approche féministe. Évaluation à mi-parcours du Forum Génération Égalité. Je suis Rachida Touboukari Ama, gestionnaire de projet et géographe de formation. Je suis co-facilitatrice du groupe de travail Inclusion linguistique et numérique de Nos Voix comptent pour le Bénin. Alors, Nos Voix comptent, qu'est-ce que c'est? Nos Voix comptent est une initiative féministe qui œuvre en faveur de la justice de genre et des droits humains des femmes et des filles avec des activistes, organisations, groupes et réseaux de 22 pays de l'Afrique francophone pour le plaidoyer et la construction d'un mouvement féministe africain francophone. Elle est née en mars 2020 dans le cadre de la Génération Égalité, initialement portée par la Fondation Batonga, le Global Funds for Women et le Fonds Pressé pour les femmes francophones. Alors, sa vision est de consolider les écosystèmes francophones du mouvement féministe africain et les positionner dans des espaces de discussion et de décision politiques internationaux de haut niveau, liés aux droits des femmes et à l'égalité des genres tels que la génération égalité. Alors, en ce qui concerne les missions et de Nos Voix comptent, c'est d'amplifier les besoins et priorités des filles et femmes d'Afrique subsaharienne francophone, lever les barrières qui entravent leur participation active et effective, soutenir les barrières, soutenir les activistes, organisations, réseaux et d'autres mouvements féministes et ou de défense des droits des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne francophone, et contribuer enfin au renforcement du mouvement féministe en Afrique subsaharienne francophone. Alors, pour adhérer ou en savoir plus sur cette initiative, vous pouvez nous écrire à nvc@batongafoundation.org. Et vous pouvez également nous suivre sur notre site www.nosvoixcomptes.org et sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Alors, nous avons avec nous trois imminentes personnalités qui nous aideront à mettre en lumière les différents points du débat. Et notre première grande panéliste, elle est experte et consultante senior auprès de l'ONU Femmes, auprès de l'UNFPA et le PNUD. Elle est spécialiste dans les domaines de l'inclusion, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, des partenariats stratégiques, des influences et de la communication ainsi que de la mobilisation des ressources. Elle est la directrice de Bantou, un cabinet conseil en stratégie et influence et relations publiques basé à Dakar. Je veux ainsi nommer Dr Mariam Tenzou Kamara. Bonsoir, Dr Mariam. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Docteur Mariam? Oui, très bien. Vous m'entendez là? Oui, nous vous entendons. Très bien. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette introduction et je suis ravie d'être là sur ce thème qui est très important. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, docteur. Alors, notre deuxième grande panéliste, elle est directrice globale du plaidoyer pour Batonga Foundation et la directrice pays Bénin de la même fondation.
Elle est juriste et socio-anthropologue et experte formatrice en gestion de projets et programmes axés sur l'égalité et l'équité entre les sexes, le renforcement socio-économique des femmes et le renforcement des capacités des organisations de femmes et de jeunes. Et je veux ainsi nommer Madame Ella Wamambara. Madame Ella Wamambara, c'est un privilège de vous avoir avec nous. Merci Rachidatou. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir chers panélistes et bonsoir chers participantes et participants. Merci beaucoup, Madame Ella. Et notre troisième grande panéliste, elle est leader jeune de la coalition d'action justice et droits économiques du Forum Génération Égalité. Elle est mobilisatrice sociale au sein de l'Association pour la promotion de l'autonomie et des droits des filles. Elle amplifie les droits fonciers des jeunes femmes et l'autonomisation économique dans la zone rurale du Nord Cameroun. Elle est responsable administrative et financière au sein de l'organisation Au secours des filles mères. Je veux ainsi nommer Madame Diane Ndarbawa. Madame Diane Ndarbawa, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés. Ok. Je vous remercie infiniment pour cette très belle présentation. Bienvenue à toutes les panélistes et je suis très, très émue d'être sur ce panel ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diane. Alors, Mesdames et Messieurs, chères participantes, chers participants, nous sommes réunis aujourd'hui pour un événement qui revêt une importance capitale dans notre quête commune de l'égalité des sexes. Le thème de notre webinaire, mesurer les avancées avec une approche féministe, évaluation à mi-parcours du Forum Génération Égalité, est au cœur des préoccupations mondiales actuelles. Le Forum Génération Égalité, lancé par ONU Femmes en partenariat avec le gouvernement français en 2021, a mis en avant un tournant historique dans la lutte pour l'égalité des sexes. Il a rassemblé des dirigeants du monde entier, des activistes des organisations non gouvernementales, des entreprises et des citoyens engagés pour élaborer un plan d'action concret visant à accélérer les progrès en matière de genre. Aujourd'hui, alors que se déroule l'évaluation à mi-parcours de cet effort collectif, il est essentiel de prendre du recul, d'analyser nos réalisations, de reconnaître les défis qui subsistent et surtout d'adopter une approche féministe pour mesurer les avancées. C'est dans cette optique que nous nous réunissons ce jour. Au cours des prochaines minutes, nous aurons l'opportunité d'entendre des experts et des militantes chevronnées, toutes des leaders d'opinion, partager leurs idées, leurs expériences et leurs recommandations. Nous explorerons ensemble des sujets tels que les principaux engagements pris au Forum Génération Égalité, l'approche féministe de mesure des progrès réalisés, les indicateurs les plus pertinents, les inégalités structurelles et intersectionnelles et les perspectives pour la deuxième moitié du Forum Génération Égalité. Nous sommes convaincus que face à une approche féministe, nous pourrons non seulement mesurer nos progrès de manière plus précise, mais également élaborer des solutions plus efficaces pour atteindre l'égalité des sexes. Nous sommes déterminés à faire de cette évaluation à mi-parcours un moment d'apprentissage, d'inspiration et d'action. Ensemble, nous continuerons à défendre la cause de l'égalité des sexes car nous croyons fermement que c'est une cause qui concerne chacun et chacune d'entre nous, quel que soit notre lieu de résidence, notre domaine d'expertise ou notre genre. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et de votre engagement envers un avenir plus égalitaire pour tous. Sans plus attendre,
je vais céder la parole à nos éminentes intervenantes pour entamer cette cruciale discussion. Alors, ma première question s'adresse au docteur Mariam Camara et nous aimerions que vous prononciez sur cette question. Quels sont les principaux engagements pris par les porteurs d'action au Forum Génération Égalité? Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'en mars 2021, donc le Forum Génération Égalité avait suscité beaucoup d'espoir. D'abord parce qu'il y avait eu, donc comme vous l'avez vu, sur différents continents, allant du Mexique à la France, et je crois qu'il y a eu aussi les États-Unis qui avaient eu des actions avant, en tout cas, le forum en tant que tel. La mobilisation effective, surtout des nouvelles générations de féministes, c'était aussi un des objectifs du Forum Génération Égalité. C'était quand on parlait de la grande convention, qui est la convention phare, qui avait mobilisé en 1995 plus de 25 000 militantes féministes qui travaillaient sur les droits des femmes à l'époque. Donc, c'était la plateforme qui a donné naissance à la convention donc de Beijing, la convention, la CEDEF, plus connue comme Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes. C'était en 1995. Et donc, 25 ans après, il y a des gens qui sont nés, il y a des nouvelles générations qui sont là, qui n'avaient pas vraiment conscience de ce que voulaient dire les générations avant qui ont travaillé sur cette convention phare hein, qui a eu des répercussions dans les différents pays à travers le monde. Donc, le Forum Génération Égalité est venu à point nommé et a suscité beaucoup d'enchantement. Les principaux porteurs de ce forum se sont engagés, vous l'avez bien vu, financièrement. Il y a eu des grosses déclarations faites par les différents pays donateurs. Mais ce qui était nouveau aussi, qui était intéressant, c'est que ça avait beaucoup suscité des espoirs au sein du secteur privé. Donc, l'engagement du secteur privé était aussi interpellé. Donc, de façon beaucoup plus en termes de ramassis, nous avons vu les grandes fondations, les grands pays donateurs et les grands fonds tels que la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres à présenter des sommes assez élevées que je ne voudrais pas complètement répéter ici parce qu'il faudrait bien qu'on voit si celles-ci ont été déjà même décaissées. Mais par exemple, je citerai la Banque africaine de développement qui avait lancé aussi en grande pompe son programme AFAWA, que vous connaissez certainement, qui devait justement donner des ailes dans le secteur entrepreneurial privé pour les femmes. En Afrique, femmes africaines, bien entendu. Donc, ça avait suscité beaucoup d'espoir en 2021. Et c'est vrai que la question que vous posez aujourd'hui, elle est appropriée parce que 2 ans après, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avons avancé sur d'abord les mesures d'accompagnement pour justement l'attribution de ce financement de la question de l'égalité des sexes? Parce que c'est de ça qu'il s'agissait, de comment financer l'égalité des sexes pour augmenter les taux, par exemple, en termes d'égalité salariale, en termes de leadership et des présences des femmes dans les conseils d'administration, dans le secteur privé en Afrique, par exemple. Je vais me focaliser particulièrement sur notre continent, hein, c'est ce que je maîtrise un peu mieux. Et donc, voilà, il y a eu des déclarations qui ont été faites au niveau du secteur privé, au niveau du secteur du changement climatique, du secteur de l'environnement, de l'agriculture, de l'amélioration des droits des femmes, etc., des jeunes filles et du financement de la lutte, par exemple, contre les violences faites aux femmes, sur des questions spécifiques. Et avec tout cela, nous n'avons pas vu, en tout cas, les programmes accompagnés de budget au niveau des pays. En tout cas, pour la région Afrique, c'est là où nous en sommes. Le programme AFAWA avance très lentement. C'est un programme qui travaille avec les États, mais encore une fois, de façon générale, il y a eu beaucoup d'engagements sur lesquels nous pouvons revenir dans cette discussion. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et je voudrais adresser la même question à Madame Ella Wamamara. Et vous qui étiez à New York, aux États-Unis, et
présente au débat et je voudrais également vous entendre sur la question. Merci. Merci, Madame Rachidatou. Je remercie nos voix compte pour ce thème qui tombe vraiment bien, qui est d'actualité juste après le week-end d'action des organisations de la société civile et le sommet sur l'évaluation des ODD et sur le moment médian de Génération Égalité, comme vous l'avez dit, que nous avons tenu. Comme l'a dit Madame Mariam en 2021, ce fut le plus grand moment après Beijing qui a mobilisé les gouvernements, la société civile, le secteur privé, et il y a eu plus de 1000 engagements qui ont été pris aussi bien par le secteur public que le secteur privé, mais aussi et surtout par des organisations de la société civile et des organisations conduites par des jeunes. Plus de 1000 engagements pour un montant qui avoisinait presque 40 milliards de dollars. Et tous ces engagements, on les a regroupés au sein de 6 coalitions d'action: la violence basée sur le genre, la justice et les droits économiques, les droits de la santé sexuelle et reproductive, l'action en faveur du climat, les technologies de l'innovation et les mouvements et le leadership féministe. Autour, et ces engagements ont été répartis. Les porteurs d'engagement se sont positionnés sur des engagements spécifiques. On a connu les leads de chaque coalition d'action dans chaque pays, dans chaque continent. Pour revenir au cas du continent africain et même de l'Afrique francophone subsaharienne, pour ce qui est de notre cas au sein de nos voix compte, nous savons qui étaient les pays leads de chaque coalition d'action. Lorsque nous prenons les droits de la santé sexuelle et reproductive, par exemple, on va regarder directement vers le Burkina Faso. On a pu savoir qui sont les pays qui étaient les plus porteurs d'engagement, quels sont les pays où il y avait le moins d'engagement, quelles sont les coalitions d'action qui avaient attiré l'attention et donc sur lesquelles il y avait le plus d'engagement, c'est bien évidemment par rapport à la violence basée sur le genre. Donc, il y a eu toute cette classification et comme l'a dit le docteur, ces engagements ont vraiment suscité beaucoup d'espoir. On a espéré qu'avec la réalisation de ces engagements, l'égalité entre les sexes que nous prônons va être une réalité ou que le fossé et les inégalités vont être vraiment réduites parce que pour agir contre les violences basées sur le genre ou contre chacun des thèmes de ces coalitions d'action, les organisations de base, les organisations féministes dans nos communautés à la base ont besoin bien évidemment de financement. Aujourd'hui, on est arrivé au point médian à mi-terme et on se demande qu'est-ce qui a réellement changé, où sont passés les engagements, lesquels ont été respectés, pourquoi les autres engagements n'ont pas été respectés. Je m'en arrête là d'abord. Oui, merci bien, Madame Ella. Madame Diane Darbawa, on aimerait aussi que vous vous prononciez sur la question. Merci. Okay. Merci bien de me passer la parole. Je suis très émue de faire partie de ce panel et je remercie déjà la Fondation Batonga et également le processus Nos Voix Comptent, qui a été un des éléments très marquant avant Forum Génération Égalité, pendant le Forum Génération Égalité du Mexique comme de la France, qui a été un élément qui a vraiment permis cette mouvance des jeunes de l'Afrique francophone, de l'Afrique subsaharienne. Parce que nous savons que déjà les questions linguistiques se posaient énormément. Ensuite, les questions de connexion et de réseau, par exemple, qui étaient un défi au quotidien entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les différents leaders, les féministes des différentes régions. Et pendant le processus Génération Égalité, avec le projet Nos Voix Comptent, il a réussi, mais totalement à
mettre ensemble un mouvement de jeunes féministes de différents pays. C'est déjà cet élément clé qui a suscité énormément d'intérêt pour les jeunes féministes d'Afrique francophone. Et concernant le processus Génération Égalité, il y a eu énormément d'engagement, énormément de prise d'action future. Et également, nous avons noté une énorme mouvance en fait de la jeunesse, une connaissance même d'abord de cette jeunesse-là qui venait connaître en fait ce qui avait déjà été fait pendant le processus de Beijing plus 25 et que l'on prenne également le train en marche, qu'on prenne connaissance et qu'on puisse le connaître ensemble en fait. Et on s'est rendu compte de nos réalités qui étaient pareilles, que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal. Nous avons reconnu énormément de similitudes sur les réalités des jeunes femmes dans les zones de l'Afrique subsaharienne. Et ainsi, nous savions comment est-ce que nous pouvons donc atteindre ce processus-là. Et déjà par des prises d'initiative en tant que jeune leader dans ces grandes sphères comme les différentes coalitions d'action. Ensuite, plusieurs jeunes également ont pris les initiatives en tant que porteurs d'engagement. Actuellement, nous sommes donc à cet événement de mi-parcours. Est-ce que ces engagements qu'on a pris, est-ce que les gouvernements, la société civile, les philanthropes, les entreprises, qu'est-ce qui a avancé et où en sommes-nous et où est-ce que nous en serons en 2026? Donc, c'est vraiment ces points clés de l'engagement du processus Génération Égalité et ainsi 2 ans et demi après, qu'est-ce qu'il en est? Nous souhaitons tous connaître ce qui a été fait, ce qui reste à faire et comment est-ce qu'on peut y arriver. Et je pense que ce genre d'initiative, ce genre de rencontre nous permet également d'avoir une mainmise, un suivi également à notre niveau afin que l'égalité entre les hommes et les femmes puissent être effectifs dans nos localités, dans nos pays. Je vous en remercie et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Madame Diane. Alors, des 3 interventions, nous pouvons comprendre que, comment dirais-je, les engagements, il y a plus de 1000 engagements qui ont été pris en 2021 et ça, c'était à l'issue et au lendemain de la conférence de Beijing et la convention CEDEF. Et ces engagements ont été pris et plus de 40 milliards ont été financés par les secteurs privés, publics, et pour vraiment susciter un mouvement féministe et francophone. Et ces engagements se résument et concernent du moins les droits sexuels et droit à la santé sexuelle et reproductive et la justice et les technologies de l'innovation et le mouvement et le leadership féminin, les violences basées sur le genre. Il faut dire que tous ces engagements ont été vraiment structurés de telle manière qu'il y a des pays qui étaient plus porteurs d'engagement et d'autres et moins porteurs. Et le moment est vraiment venu pour voir tout cela. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et nous poursuivons toujours avec nos questions. Et Madame Ella Wama, pourrez-vous nous dire comment mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces engagements par une approche féministe? Merci. Merci, Madame Rachidatou. Il faut dire que pour
déjà penser à mesurer les engagements qui ont été pris, suivre les engagements qui ont été pris selon une approche féministe. C'est cela que nous appelons la redevabilité féministe. Et nos voix contre cette initiative est membre du groupe de travail redevabilité féministe du Forum Génération Égalité. Donc, mesurer selon une approche féministe, c'est d'abord s'assurer que les indicateurs sont conçus en tenant compte de l'intersectionnalité. Les filles et les femmes, ce n'est pas un groupe homogène. Leurs expériences varient en fonction de leur âge, de leur race, de leur ethnie, de leur orientation sexuelle, de leur statut socio-économique même et d'autres facteurs. Donc, les indicateurs doivent prendre en compte tout cela. On ne peut pas dire les femmes et ça forme un bloc homogène. Comme l'a dit Madame Diane tout à l'heure, lorsque nous prenons les femmes d'Afrique francophone subsaharienne, nous savons que la barrière linguistique est un facteur qui ne leur permet pas de participer pleinement à certains processus égalitaires. Donc, d'abord que les indicateurs soient conçus dans une approche intersectionnelle, il faut mettre aussi en avant le leadership féministe. Les filles et les femmes doivent être non pas des spectatrices de ce processus d'évaluation, mais doivent être à tous les niveaux du processus d'évaluation, de la conception, en passant par la collecte des données jusqu'à l'interprétation des résultats. Il faut aussi évaluer l'impact de toutes les politiques et des programmes sur les systèmes et les structures. Les indicateurs doivent aller au-delà de, disons, la simple quantification, voilà, de la simple quantification des progrès et doivent évoluer en fonction de, en tenant compte et évaluer, je dirais, l'impact des politiques et des différents programmes sur les structures qui perpétuent les inégalités de genre. Et nous sommes très heureuses qu'actuellement, ONU Femmes a ajouté 2 nouveaux indicateurs pour ce qui concerne la mesure de l'autonomisation économique des femmes et pour l'indicateur qui concerne l'inégalité des genres. Donc, mesurer les progrès réalisés par rapport à la prise des engagements, ce n'est pas de se contenter de dire il y a eu 1 ou 2 engagements qui ont été pris, donc c'est respecté, mais réellement intégrer une redevabilité féministe et tenir compte des femmes, impliquer les femmes dans la définition des indicateurs, tenir compte de leur spécificité dans la mesure de l'impact. Pour nous, c'est cela la redevabilité féministe. Merci beaucoup, Madame Ella et Docteur Mariam. Nous aimerions vous entendre sur la question. Merci. Alors, je pense que Madame Ella est très, très percutante sur ce qu'elle vient d'identifier en termes de mesures, parce qu'en plus, elle est au cœur en tant qu'actrice justement de cette plateforme. Alors, et évidemment, je travaille beaucoup avec ONU Femmes, je travaille beaucoup avec les agences des Nations Unies et sur cette question d'égalité hommes-femmes. Je voudrais quand même parler de l'environnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne veux pas justifier, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de retard. Il y a des facteurs structurels. D'abord, vous avez bien vu qu'entre 2021 et 2023, notre région d'Afrique francophone et d'Afrique de l'Ouest et du Centre a subi beaucoup, disons, de perturbations politico-sociales. Et ça, c'est un facteur très important parce que pour pouvoir engager et mesurer et s'assurer que justement des engagements par des États ont été pris, l'environnement dans lequel ces engagements sont exécutés ou sont mis en œuvre est très important. Donc l'environnement évidemment politique, donc l'environnement de la partie nationale, donc l'exécutif, le secteur public. J'ai parlé tout à l'heure que ce qui était une nouveauté pour le Forum Génération et l'égalité, effectivement, c'était la venue massive des nouvelles générations, donc des jeunes. Ça a été dit par mes 2 co-intervenantes, mais aussi pour avoir suscité beaucoup d'espoir dans le secteur privé aussi, qui pendant un moment avait été un peu mis à l'écart justement des luttes féministes et de leur rapport considérable. Je parlais donc de l'environnement dans lequel se tient
cette observation, cette période d'analyse et d'observation. Je pense que pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a eu beaucoup de problèmes, entre guillemets. Si on part de la région du Sahel et on va à la région du Centre, comme la République centrafricaine ou jusqu'à la région de la RD Congo, etc., vous savez, c'est un environnement qui sont interconnectés aussi par des espaces comment on appelle ça, des espaces économiques. Donc, la CEDEAO d'un côté, de l'autre côté, la SADC. C'est quand même très important de souligner cela. Parce que quand je donnais l'exemple, par exemple, de la Banque africaine de développement, le fonds AFAWA est un fonds doté de 300 millions de dollars, si je ne me trompe pas. C'est quand même une grosse somme. Et ici, je crois qu'un des volets, AFAWA a 3 volets, un des volets à avoir avec le financement, l'environnement de financement des affaires, donc l'accès des femmes entrepreneurs au financement. Et je pense que la banque se dote d'une capacité de fonds de financement qui va à hauteur de 3 milliards de dollars. Ce n'est pas peu quand même, hein, et c'est presque une nouveauté. Mais la grande difficulté, si je comprends les mécanismes de fonctionnement, par exemple, de la Banque africaine de développement, c'est qu'elle travaille beaucoup avec les Regional Economic Spaces, comme on dit, les REX, les espaces économiques comme l'ECOWAS, la SADC, etc., la CEAC. Et ça fait une certaine lourdeur, encore plus lorsque il y a justement des perturbations et des crises sociopolitiques. Le deuxième point que je voulais dire, c'était que, alors, mesurer les progrès au-delà de l'aspect donc politique. Moi, ce que je vois, et je suis vraiment très enthousiaste par rapport à cela, c'est qu'effectivement, les nouvelles générations de féministes se sont appropriées, en tout cas, leur positionnement et leur engagement. On le voit de façon plus visible, peut-être parce qu'elles sont plus outillées à utiliser, par exemple, des espaces de communication, d'information publique comme les réseaux sociaux. On les voit très bien, elles sont beaucoup plus visibles dans les espaces numériques. Elles portent le plaidoyer féministe. Donc, peut-être qu'un des engagements, c'est de pouvoir pousser donc le plaidoyer féministe, et les jeunes, en tout cas, ont réussi à s'approprier cet espace et ces espaces. Par contre, le bas blesse au niveau justement de ce que nous avons toutes souligné, c'est aujourd'hui un agenda féministe, une redevabilité féministe, une politique féministe se finance. Et voici aussi le troisième changement, je dirais structurel, qui a pu aussi perturber cette dynamique. C'est qu'entre le Forum Génération Égalité qui a été porté évidemment par les pays que nous avons cités, mais aussi par une institution que vous avez citée qui est ONU Femmes. ONU Femmes aussi a changé entre-temps de directrice exécutive. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'à l'époque, c'était la Sud-Africaine, l'ancienne vice-présidente de Thabo Mbeki, qui était la directrice exécutive, qui était Madame Phumzile Ngcuka, qui aujourd'hui a passé la main à une nouvelle directrice exécutive, si je ne me trompe pas, qui est de la Jordanie. Mais vous savez que quand il y a des changements à ce niveau, donc au sommet, ça aussi, ça affecte puisque ONU Femmes a le leadership dans cette question de pousser donc justement les engagements pris au niveau du Forum Génération Égalité. Et de surcroît, je rajouterais que dans notre région ici de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le bureau régional de Dakar, qui est basé ici à Dakar, et je vis à Dakar, j'ai travaillé pour ce bureau régional, aussi a subi un changement. L'ancienne directrice régionale, pour cette institution au niveau donc, de Dakar, a été cooptée dans un gouvernement. Et donc, il y a eu aussi une continuité, une dynamique un peu qui a été, en tout cas, un tout petit peu perturbée, bien que les institutions continuent et que les politiques et les programmes qui sont les engagements pris continuent, bien entendu. Donc, mais c'est quand même important de souligner ces facteurs exogènes qui quand même constituent des piliers et des socles importants pour l'évaluation et pour la poussée de la dynamique du Forum Génération Égalité. Voilà un peu moi ce que je peux dire à ce stade-là. Je crois que je suis en général beaucoup plus optimiste lorsque je vois qu'il y a des nuances à faire entre quelque chose qui ne marche pas du tout, bien quelque chose qui avance un peu plus lentement qu'attendu. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'espoir. Je pense que le programme était ambitieux. Certains pays qui sont porteurs de certaines des coalitions, comme ça a été cité, le Burkina, a subi des changements.
le Mali a subi des changements, le Tchad a subi des changements, la Guinée a subi des changements, aujourd'hui le Gabon a subi des changements. Donc c'est quand même très important de signaler ces genres de changements qui ont impacté donc la capacité de mesurer les progrès. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Et Madame Diane, on aimerait également vous entendre sur la question. Merci. En m'inspirant vraiment des différents échanges de mes aînés, je dirais que la redevabilité féministe doit énormément tenir compte des différentes spécificités de chaque femme, de chaque fille, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit dans les zones rurales, tenir compte également de l'accès à l'information, de l'accès à l'outil informatique. Tous ces paramètres, toutes ces spécificités doivent être mises en évidence lors des indicateurs, lors de la mise en place des différents indicateurs. Tenir compte également des femmes en situation de handicap, des femmes, des jeunes filles, des adolescentes. Toutes ces spécificités doivent vraiment être reflétées sur chaque indicateur, sur chaque rapport, afin de mieux mesurer l'impact, de mieux quantifier, de mieux qualifier les avancées. Tenir compte également des différentes sphères politiques dans les différents pays. Nous connaissons actuellement les différentes situations, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, qui, à la limite, ne peuvent pas permettre la possibilité d'évaluer nettement les avancées, les différents engagements pris par les États. Mais néanmoins, l'on peut noter également plusieurs politiques mises en place, plusieurs dynamiques qui permettent également de sentir qu'en fait les lignes bougent. C'est certes, les lignes bougent lentement, mais les ficelles se dessinent sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan politique, d'où la participation, l'amplification de la participation des femmes dans les affaires politiques, que ce soit au niveau des plaidoyers, le nombre de plaidoyers, les différents engagements, les différentes idéologies féministes qui poussent dans les différentes localités, que ce soit également sur le plan économique, à savoir le rafraîchissement de la sphère économique, de la sphère entrepreneuriale en Afrique francophone qui se fait vraiment ressentir. Il est question de voir à quel point les femmes sont au cœur même de l'entrepreneuriat, au cœur même des activités économiques. Reste et demeure toujours la question de l'accès au financement, de l'accès à l'information, de l'accès même aux connaissances et outils qui permettront d'amplifier, d'augmenter cette mouvance économique. Et nous savons que la mouvance économique ne peut pas être effective si les politiques ne sont pas bien positionnées en fait pour favoriser cet environnement économique plus florissante pour les femmes, pour les jeunes filles à différents niveaux, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit également dans des moyens niveaux ou dans des niveaux très élevés sur les questions économiques, sur les questions politiques, également sur les questions sociales et de promotion de leadership. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diane. Alors, il faut retenir que Nos Voix comptent est membre du groupe Redevabilité féministe et dans l'élaboration des indicateurs, il faut vraiment tenir compte
de l'approche intersectionnelle. Il faut également que les filles et les femmes soient vraiment impliquées à tous les niveaux du processus, qu'elles soient réellement impliquées à tous les niveaux du processus. Également, on peut noter deux indicateurs phares, la mesure de l'autonomisation économique des femmes et l'indicateur de mesure des inégalités qui se sont rajoutés. Il faut aussi noter que il y a des changements au sein des pays porteurs des engagements qui ont vraiment impacté la réalisation de ces engagements-là. Quand même, il faut savoir que les lignes bougent, même si les lignes bougent lentement, il faut reconnaître également des efforts qui ont été faits. Et nous allons toujours poursuivre avec notre débat. Et cette fois-ci, la question s'adresse à Madame Diane Darbawa et on aimerait savoir les indicateurs les plus pertinents pour mesurer les progrès vers l'égalité des sexes. Merci. Merci bien de me passer la parole une fois de plus. Je dirais déjà les différents indicateurs qui peuvent être mis en place afin que l'on puisse réellement mesurer l'impact. Ça serait déjà peut-être de savoir quels sont les montants de financement alloués peut-être aux organisations dirigées par les jeunes en Afrique francophone ou en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Déjà pour mettre en évidence cette capacitation des jeunes leaders au niveau régional d'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Également de savoir les différents engagements qui ont été pris au Mexique et en France. Certes, nous avons des données dans le rapport de 2021, le rapport de 2022, ainsi que dans le rapport de 2023. Mais est-ce que le suivi, il est fait? Et si le suivi, il est fait, quels sont ces différents indicateurs qui ont permis d'avoir ce suivi-là? Est-ce que tout a été pris en compte? Est-ce que l'aspect intergénérationnel a été pris en compte? Est-ce que l'aspect intersectionnel a été pris en compte? Et où se limite l'aspect intersectionnel? Est-ce que les différentes sphères des indicateurs ont été évalués, ont été initiés, compris et appropriés par les femmes même à la base? Est-ce que les jeunes filles de la localité la plus éloignée sont même au courant de ce qui se passe? Qu'en est-il des aspects comme les femmes handicapées, par exemple, les femmes en situation de vulnérabilité extrême? Est-ce que les fonds ont tenu compte de toutes ces différentes étapes de l'intersectionnalité? C'est la question que nous aimerons vraiment au quotidien nous mettre au premier regard. Les différentes indications, est-ce que toutes ces spécificités ont été mises en évidence, ont été analysées et ont regroupé chaque femme dans sa spécificité, que ce soit dans tout le processus et concernant les 6 thématiques même du processus génération-égalité. Est-ce que ces 6 thématiques mettent en évidence ces indicateurs de telle sorte que nous retrouvons toutes les couches sociales comprenant les femmes, les filles et toutes autres spécificités concernant ces différentes phases-là? Ensuite, est-ce que ces différents indicateurs nous permettent également de mettre en évidence
les recommandations pour les prochaines échéances pour la seconde partie du mi-parcours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diane. Madame Ella Wama, on aimerait avoir votre avis sur la question. Merci beaucoup. Je pense que ce dont nous avons réellement besoin dans une approche féministe ici, c'est d'avoir des indicateurs d'impact, des indicateurs participatifs, des indicateurs sexo-spécifiques, des indicateurs sensibles au contexte, des indicateurs qui tiennent compte des relations de pouvoir et des systèmes. Tout à l'heure, Dr Mariam l'a dit, lorsque je prends les indicateurs sensibles au contexte, aujourd'hui, lorsqu'on doit évaluer les engagements sans tenir compte des contextes politiques de nos pays ou des contextes géostratégiques de nos pays. Il y a des pays qui ont été exposés à des crises, que ce soit des crises de gouvernance ou des crises climatiques ou même des crises humaines. Simplement, on doit tenir compte de cela. Lorsque nous voulons évaluer ces indicateurs selon une approche qui tienne compte des rapports de pouvoir, on doit pouvoir parler, par exemple, de la disponibilité des politiques contre le harcèlement sexuel et la discrimination, des biais de genre et de discrimination, par exemple, dans les recrutements. On doit pouvoir parler, par exemple, des normes sociales qui empêchent l'accès des femmes à la santé lorsque nous évaluons l'accès des femmes, l'accès équitable entre hommes et femmes au système de santé, ainsi de suite. Donc, nous avons besoin que ces indicateurs-là soient plus inclusifs, plus participatifs, sexo-spécifiques et réellement des indicateurs d'impact. Et lorsque nous parlons de l'impact, c'est de voir si les politiques et les programmes qui ont été mis en place permettent de perpétuer les biais de genre et les stéréotypes de genre ou bien aident réellement à lutter contre ces stéréotypes pour nous faire avancer vers l'égalité. Par exemple, l'accès des femmes aux services de santé reproductive, le taux de réussite scolaire des filles, la participation des femmes aux postes de décision. Donc, vraiment, on a besoin que les indicateurs soient le plus désagrégés possible et tiennent compte de toutes ces situations. Si nous prenons l'accès à l'éducation et que nous considérons globalement l'accès des femmes de mon pays, par exemple, ce ne sera pas ça ne reflètera pas la réalité parce que l'accès des filles en milieu rural, des filles et des femmes en milieu rural n'est pas le même que l'accès des femmes, des filles en milieu urbain au système scolaire. Donc, on doit tenir compte de tous ces facteurs-là pour que les indicateurs puissent refléter les réalités et englober toutes les réalités de toutes les femmes. Je pense que le mot fort de l'évaluation à mi-terme, c'était de ne laisser personne pour compte. Si dans la deuxième partie, de maintenant jusqu'au terme de ce processus génération-égalité, on veut ne laisser personne pour compte, on doit tenir compte, on doit avoir des indicateurs qui reflètent ces 5 aspects-là dont je parle. Sinon, au final, on dit les engagements sont respectés, on a des avancées et il y a un gap entre les chiffres qui sont annoncés officiellement et la réalité des filles et des femmes dans nos différentes communautés. Et nous disons au sein du mouvement Nos Voix comptent que nos voix comptent. On doit pouvoir être associé, on doit pouvoir être pris en compte, on doit pouvoir être participé à la mesure de ces engagements-là. Donc, être en plein et au cœur de la redevabilité féministe par rapport au processus génération-égalité. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella Wama. Et Docteur Mariam, est-ce que vous pourriez nous dire en 2 minutes ce que vous pensez également de cette question? Vous pouvez répéter la question parce que j'ai un commentaire en fait sur ce que Madame Ella Wama vient de dire et ma sœur, ma jeune sœur, Madame Garba.
j'ai un commentaire sur leurs interventions, mais veuillez me répéter la question pour que je puisse La voir. question était de savoir quels sont les indicateurs les plus pertinents pour mesurer les progrès vers l'égalité des sexes. OK. Voilà. Donc, Madame Ella Wama, elle a spécifié un nombre de choses. Je pense que je suis complètement alignée avec ce qu'elle vient de spécifier. Les indicateurs de tout temps ont toujours été importants. Mais je voulais contextualiser votre question, en fait. Les indicateurs pour mesurer, alors qui a la charge de mesurer les progrès des engagements pris lors du Forum Génération Égalité? Qui a cette charge? Est-ce que quand on dit le pays est lead sur une coalition d'action du Forum Génération Égalité, cela veut dire qu'il y a un ministère de tutelle, c'est le secteur donc, public, donc le gouvernement qui a la charge. Et donc, les indicateurs s'insèrent dans quel rapport? Le rapport spécifique qui est lié avec le Forum Génération Égalité. Je voulais quand même qu'on précise cela pour ceux qui ne sont pas forcément dans cette dynamique, qui ne comprennent pas forcément pourquoi on tient beaucoup à parler d'indicateurs. Vous avez raison de poser la question. Pour pouvoir mesurer des progrès dans les processus de développement, c'est classique. Avant l'avancée du programme, on met en place un nombre d'indicateurs pour faire un suivi et une évaluation. Et c'est comme on est en train de parler de suivi à mi-parcours et d'évaluation à la fin du programme. Mais seulement là où je suis un tout petit peu perplexe, c'est que qui a la charge de faire ce suivi? Est-ce que ce sont les organisations de la société civile qui sont engagées lors du Forum Génération Égalité? Est-ce que ce sont les États qui ont pris position et qui ont pris des portefeuilles lead pour pouvoir justement faire ce suivi? Est-ce que ce sont des entités, des fondations ou des entités du secteur privé qui prennent ce lead? Parce que c'est important de le spécifier, effectivement. Nous avons vu des tendances au sein, par exemple, de nos États de ne pas avoir des données désagrégées. De tout temps, ça a toujours été un combat pour justement les féministes, en tout cas les agendas féministes, pour pouvoir aider à ce qu'on puisse justement, même dans la distribution, par exemple dans le secteur de l'agriculture, on a de tout temps demandé à ce que la distribution, par exemple, des engrais pour appuyer justement les entrepreneurs agricoles ou en tout cas les paysans qui sont dans les champs. Et lorsqu'il y a des appuis, des subventions qui viennent de l'État, la capacité de pouvoir avoir des indicateurs de suivi à qui vont les subventions par genre, par sexe, évidemment par localité, nous permet de pouvoir justement faire un suivi. Parce que la femme qui vit dans la capitale ou en région urbaine et la femme qui vit en zone rurale n'ont pas les mêmes réalités. Comme l'a dit, il y a des intersectionnalités qui sont importantes. Nous avons aussi les hommes d'un côté qui sont dans les champs, qui sont des propriétaires fonciers, les femmes qui n'ont pas accès à la terre mais qui travaillent la terre. Il y a un nombre d'éléments qui nous permettraient de mieux comprendre comment appuyer et améliorer justement et de réduire les inégalités hommes-femmes qui peuvent exister et qui plombent la vie, le quotidien des femmes, justement. Donc, moi, je reviens sur le commentaire à la question. Donc, je réponds pour dire, pour moi, les mesures, les indicateurs qui peuvent permettre vraiment de voir que nous sommes en train d'avancer, pour moi, ont à voir avec le taux de scolarisation de la jeune fille à l'élémentaire, parce que ça se passe, c'est à partir de là qu'on a des résultats qui viennent 5 ans ou 10 ans pour toute une génération. Donc, est-ce que nous avons réussi à améliorer le taux d'alphabétisation de la jeune fille, de la femme? Deuxièmement, pour moi, l'accès au financement, les femmes sont massivement, le taux entrepreneurial dans notre région est l'un des plus élevés au monde en termes de taux entrepreneurial, d'activité entrepreneuriale, même si c'est dans le secteur informel, la capacité des femmes à se formaliser, donc à sortir de l'informel, mais à travers aussi des appuis, de l'accès au financement, pour moi, est très important. Donc, l'indicateur très important pour moi, c'est la capacité donc, des femmes à avoir accès à des investissements, à des financements
pour leurs activités génératrices de revenus, mais aussi à des fonds d'investissement pour celles qui ont un niveau supérieur et qui veulent, en tout cas, agrandir leurs activités. La question aussi de l'accès des femmes au marché public est très importante parce que la plupart de nos États, on a la commande publique, c'est une grande surface financière. Donc, pour moi, tout ce qui a à voir avec la bancarisation des femmes, des indicateurs qui puissent nous permettre à voir qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là. Évidemment, Madame Ella a déjà parlé de santé, d'éducation, mais pour moi, la libération et l'émancipation et l'émergence même d'ailleurs de nos pays passe par la capacité à la femme d'être autonome économiquement. Et donc, c'est vrai que les indicateurs qui sont en lien avec et l'alphabétisation et l'indépendance économique sont très importants pour moi. Merci. Merci beaucoup, docteur. Madame Ella, est-ce que vous pouvez apporter la lumière au questionnement du docteur Mariam? Merci. Merci beaucoup. Le groupe de travail suivi et redevabilité a collecté des données récemment auprès de 700 organisations de la société civile d'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine, de l'Asie-Pacifique, et on a constaté que 15% de ces organisations-là ne savaient même pas quel était le contenu réel des engagements et où étaient les porteurs d'engagement. Et dans ce cas, il est difficile de parler de redevabilité, de mesure de l'impact. Et les données sont très, très importantes si nous voulons mesurer l'impact. Les données qui partent de nos communautés de base. Et c'est pour cela que les organisations de la société civile, les mouvements comme Nos Voix comptent sont très, très importants dans ce processus-là pour remonter les données sur chaque aspect de la vie des filles et des femmes de leur communauté. Si nous n'avons pas ces informations, on ne pourra pas avoir pays par pays le taux de violence basée sur le genre et on ne pourra donc pas dire oui, c'est fait, non, ce n'est pas fait. Le docteur Mariam m'a posé une très belle question. Si c'est au au gouvernement, par exemple, de dire, voilà, je mesure, c'est à eux de mesurer les avancées, est-ce aux porteurs d'engagement de mesurer les avancées ou à des organisations de la société civile et connectées à des structures comme ONU Femmes? On a besoin d'avoir des bureaux de ONU Femmes dans chacun de nos pays pour pouvoir faire la connexion entre la société civile et les gouvernants et le secteur privé dans nos différents pays. Malheureusement, on est encore en Afrique francophone subsaharienne dans une situation où nous n'avons pas ces bureaux-là. Au Bénin, nous n'avons par exemple pas de bureau ONU Femmes, ni au Togo et à côté. Donc, il y a encore un travail à faire et les données restent très importantes pour soutenir notre plaidoyer et pouvoir montrer que sur tel et tel aspect, on avance, mais par contre, sur tel autre aspect, on a besoin de pousser, on a besoin de faire avancer. C'est de notre devoir. Et les organisations de jeunes ont un rôle important à jouer dans cela. Les organisations l'idée par des femmes ont un rôle très important à jouer dans cela. Comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, le pouvoir ne sera pas donné. L'égalité des genres, si nous la voulons, nous devons y travailler. Des engagements ont été pris, nous savons où se trouvent les porteurs d'engagement, nous connaissons les montants des engagements, nous devons avoir des données pour savoir si, par exemple, les financements qui sont allés à ces organisations de la société civile depuis le Forum Génération Égalité viennent de ces engagements ou viennent des programmes, je dirais, ordinaires qui étaient en cours. C'est vrai, les organisations sont financées pour faire un travail, mais est-ce que ce financement vient des engagements ou vient jusqu'à présent et il est un peu difficile de pouvoir cerner tout cela. Donc, nous avons un rôle à jouer, nous avons notre partition à jouer dans la collecte des données, dans la définition des indicateurs, dans le plaidoyer et dans le suivi pour mesurer réellement les avancées concrètes dans le processus Génération Égalité.
Merci, Madame Ella. Nous allons poursuivre toujours avec vous. Et par quel mécanisme prendre en compte les inégalités structurelles dans la mesure des progrès effectués? On dit que, je reviens encore à notre cadre de redevabilité féministe, puisque nous voyons compte est un maillon essentiel de ce cadre de redevabilité féministe-là. Donc, selon ce cadre de redevabilité féministe, les inégalités structurelles sont, je dirais, les systèmes qui perpétuent les inégalités de genre, les inégalités entre les sexes. Et ces inégalités, nous le savons, elles sont basées sur le genre, mais aussi sur la classe sociale, sur l'orientation sexuelle, sur le statut socio-économique et sur d'autres facteurs. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être utilisés pour prendre en compte ces progrès. Le premier, c'est bien évidemment l'implication des filles et des femmes dans le processus de mesure, comme je l'avais dit. Ça, c'est fondamental parce que notre implication permet de s'assurer que ces indicateurs reflètent nos besoins, nos priorités. Pourquoi nous avons dit nos voix comptent? On ne peut plus laisser d'autres parler à notre place. Ce qui est dit pour nous, sans nous, est contre nous. Et on ne doit plus pouvoir tolérer dans la suite du processus que quelque chose soit dit ou fait pour nous, sans nous. Ça ne peut pas être contre nous. Les femmes peuvent, par exemple, être impliquées dans la conception des indicateurs qui mesurent les progrès réalisés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'autre mécanisme, c'est l'utilisation d'indicateurs d'impact. Ces indicateurs d'impact qui nous permettent vraiment de mesurer l'impact des programmes sur euh, le système actuel, le système que nous voulons briser, celui des inégalités de genre. Par exemple, un indicateur qui mesure la réduction des inégalités salariales. Voilà, je prends l'exemple des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Un indicateur qui mesure cela permet de prendre en compte les inégalités structurelles liées au marché du travail, avec tout ce qu'on y retrouve, avec le plafond de verre, avec la falaise de verre et avec le harcèlement en milieu de travail, la discrimination en milieu de travail. Donc, on peut avoir aussi, on a plusieurs mécanismes. Je viens de donner 2 mécanismes en espérant que les autres panélistes vont compléter les mécanismes qu'on peut utiliser. Merci beaucoup pour toutes ces précisions apportées. Docteur Maria, avez-vous des commentaires à faire par rapport à la question? Alors, oui, c'est vrai qu'il est question, il est très important de relever la question de l'implication des femmes et des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont aujourd'hui, qui s'engagent de plus en plus tôt justement dans cette question d'égalité femmes-hommes, puisqu'elles savent que leur avenir en sera impacté. L'implication donc reste encore aussi un élément essentiel du dispositif de suivi et d'évaluation et de mesure des progrès. Comment améliorer cette question? Nous le voyons au niveau pays que c'est une grande lutte. Et c'est pour ça que ma question que j'ai posée tout à l'heure, félicitations bien entendu à l'implication et à toute l'ardeur du travail du groupe donc redevabilité, donc de la plateforme du Forum Génération Égalité. Mais le point qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y avait un avant le Forum Génération Égalité, comme l'a relevé Mme Ella et Mme Garba tout à l'heure dans leurs interventions. Et il y a eu le pendant, donc tout le monde était d'accord. Et puis maintenant, nous sommes dans l'après. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nous voyons vraiment qu'il y a une meilleure implication des femmes dans ces processus, justement, les processus au moment où les financements sont programmés ou exécutés, parce que c'est là où ça compte le plus. Pour avoir travaillé, donc, et parce que je travaille de près avec les institutions, notamment multilatérales, vous savez, c'est quand on ficelle un projet à son départ qu'on peut effectuer des changements. Ce n'est pas quand le programme a déjà démarré qu'on peut changer
la dynamique, puisque ces programmes de financement sont aussi soumis à des audits très précis qui regardent justement les indicateurs qui ont été mis en place, les processus qui ont été mis en place au démarrage, en tout cas à la conception du projet. Et si, entre-temps, au moment où ceux qui ficellent le projet n'ont pas mis l'accent, par exemple, sur le rôle important d'impliquer les femmes et les filles dans ces processus, ce serait compliqué de pouvoir changer cela à mi-parcours, sauf s'il y a des mesures correctrices qui peuvent être apportées par les différentes plateformes qui font le suivi et la veille donc des engagements pris au Forum Génération Égalité. Je pense que Mme Ella est plus indiquée que moi pour pouvoir justement nous donner des précisions sur cela. Donc, je pense que oui, il est important de reposer les bonnes questions en ce moment précis, mais l'idée de poser ces questions, c'est de faire un état des lieux des manquements, des faiblesses justement de ce qui est en train de se passer depuis 2021 et de comment apporter des mesures correctrices. Donc oui, à partir du moment où des structures reconnues, identifiées, et validées par donc, leur pairs et par l'écosystème même de l'agenda d'égalité hommes-femmes sont impliquées, nous sommes déjà un peu plus rassurés parce que celles-ci, nous supposons, sont déjà dotées des techniques, en tout cas, et des outils d'évaluation donc des progrès à faire en matière d'égalité homme-femme. La question du financement est très importante, Madame. Et là, on a fait allusion tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu déjà, comment avoir une traçabilité ou plutôt une lisibilité sur les financements qui sont déjà faits dans le cadre de des mesures et des engagements pris lors du forum? Par exemple, j'insiste sur le gros fonds parce que c'est dans notre région de la Banque africaine de développement de FAWA. Je sais qu'il y a eu un premier round ou en tout cas ou un deuxième round où certains pays ont été ciblés. Comment est-ce que ça avance? Qui sont les récipiendaires? Où est-ce qu'on évalue justement les impacts ou en tout cas les travaux en cours de ces organismes? Est-ce que c'est démultiplié au niveau beaucoup plus local parce qu'il y a des structures qui sont plus habilitées à recevoir un certain type de fonds avec un certain plafond, mais nous voulons aller encore plus loin. J'ai parlé tout à l'heure de l'avant, avant le forum, nous étions à un stade, nous voulons aller plus loin pour avoir un peu plus au niveau local, plus près des communautés, des organisations qui font souvent du travail, qui abattent un travail extraordinaire. Quand je parle de la sensibilisation sur la lutte contre l'excision, quand je parle des organisations qui travaillent sur la santé de la reproduction, ou bien sur l'alphabétisation, ou bien sur la lutte contre les mariages précoces, des organisations qui ne sont pas dans le radar des grandes structures qui financent, mais qui sont importantes au niveau des communautés, au niveau local, qui peuvent justement être cette clé qui ouvre la porte à impliquer davantage les couches invisibles, les femmes et les filles qui ne sont pas forcément dans le système formalisé d'institutions, d'organisation et de financement. Voilà un peu ce que je peux dire pour répondre un peu à cette question. Je la trouve importante et essentielle à cette discussion, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Dr. Mariam. Madame Diane, avez-vous des compléments à faire? Merci de me passer la parole. Je trouve que cette question, elle est très pertinente. Et le fait de savoir que nos voix comptent et dans le processus reste vraiment un succès total. Et de savoir que la Fondation Batonga est dans le cadre de redevabilité féministe nous donne également plus de force de se rendre compte que les choses vont se suivre en fait. Il y aura un suivi, il y aura une sorte de redevabilité avec une approche féministe et en sachant également que l'un
des organisations situées en Afrique francophone et fait partie de ce cadre de redevabilité féministe, nous donne également énormément de force. Concernant les facteurs de mesure des mécanismes d'inégalité, au sein de la coalition d'action justice et droits économiques, il est question à tous les niveaux, en fait, de pouvoir impliquer les femmes et les filles dans toutes les programmations, que ce soit de l'implémentation, que ce soit dans le suivi, que ce soit dans l'évaluation, et aussi tenir compte de ces différents aspects, tels que le travail décent. Vraiment, cette position où les femmes dans le secteur informel doivent être plus formalisées pour pouvoir avoir accès à des possibilités à moyenne et à grande échelle. Également, concernant la répartition du travail domestique, qui est un poids socio-culturel en Afrique francophone, que nous le savons très bien. Et cette redistribution du travail domestique également permettra à la jeune fille, à la femme de pouvoir mieux s'épanouir, de pouvoir mieux s'outiller pour être mieux préparée pour la sphère de travail ou bien dans le domaine professionnel plus actif, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines. Également, concernant la révalorisation de l'économie des soins, qui est une question très récurrente pour développer cette économie des soins qui n'est pas très souvent mise en avant. Et aussi également l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation des femmes, la promotion du leadership, la culture même du leadership au sein des communautés, au niveau local, à la base, même dans les différentes organisations locales, à travers cette connaissance-là, ces réalités-là, afin que puissent ces différents systèmes d'inégalité puissent être renversés, puissent être pour parvenir à une égalité, pour parvenir au respect des droits des femmes et des filles dans toutes les localités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diane. Docteur Camara, à l'issue du point médian du Forum Génération Égalité, quelles sont les perspectives pour la deuxième moitié du Forum Génération Égalité et comment garantir que les avancées féministes se concrétisent davantage à la fin de l'initiative? Docteur Camara, vous avez la parole. Son micro est fermé. Vous m'entendez? Oui, maintenant. Docteur Camara, Merci vous m'avez beaucoup. suivi? Oui, je vous ai suivi. Je voulais juste que vous me répétiez la première partie de la question, parce que la question a deux volets, je crois. Oui, à l'issue du point médian du Forum Génération Égalité, quelles sont les perspectives pour la deuxième moitié du forum et comment garantir que les avancées féministes se concrétisent davantage d'ici la fin de l'initiative? Alors, je pense dans mon premier propos, j'ai vraiment étayé là où moi je me pose des questions sur l'effectivité donc des engagements pris dans la vie des femmes, parce qu'il s'agit de cela, le Forum Génération Égalité a eu pour impact concret et positif de remettre au centre donc des priorités de développement, des priorités de nos pays, des priorités étatiques, la question donc de l'égalité homme-femme. Ce n'était plus une affaire de groupes marginaux, hein, le féminisme étant souvent labellisé comme une frange extrême de la société, mais ça disons,
normaliser le débat comme une question, une problématique mainstream, comme on dit en anglais. Je pense que c'est un des résultats concrets et positifs. C'est-à-dire qu'on a eu des chiffres quand même sur les impacts négatifs donc de l'inégalité salariale, les impacts négatifs donc, au sein des foyers sur les questions donc, de parentalité, particulièrement du travail non rémunéré du parent qui reste à la maison, sur les questions donc, de l'impact des congés de maternité, sur les questions de santé liées à la santé de la reproduction, aux mortalités maternelles et infantiles. Nous avons eu ces questions-là qui sont revenues au centre, qui ont été toutes liées aussi avec l'inégalité homme-femme, alors que souvent c'était séparé. Et effectivement, j'ai parlé des couches, des nouvelles générations, des jeunes femmes qui ont utilisé l'inclusion numérique pour pouvoir élever et hisser donc, les voix et la capacité de plaidoyer des femmes et des filles avec leurs priorités. Donc, je vois cela comme des points d'ancrage positifs qui permettent d'aller plus loin, notamment sur les questions de participation politique des femmes, donc la participation des femmes dans les assemblées, parce que le législatif compte, c'est là aussi on peut avoir de l'impact pour pouvoir adopter des lois qui sont beaucoup plus féministes, qui sont beaucoup plus proches des revendications féministes. Plus on a de représentativité donc, au niveau de ces instances de prise de décision, d'adoption de nouveaux codes civils, en tout cas de codes civils améliorés, révisés, c'est important pour donc cette question, cette plateforme. Alors, dans la perspective que ce que j'ai dit, que les engagements qui sont pris ne sont pas des engagements qui vont être révisés aujourd'hui à mi-parcours, mais qui sont déjà là et qui ont déjà été adoptés. L'idée aujourd'hui, c'est d'améliorer l'effectivité donc de ces mesures. Et la veille, le suivi qui est en train d'être fait, par exemple, par nos voix-comptes, on devrait pouvoir renforcer ce suivi, financer le suivi-évaluation, parce que le suivi-évaluation se finance. Alors, pour moi, dans la perspective d'améliorer ce qui a été initié, c'est qu'on puisse avoir, en tout cas pour chaque région, qu'on puisse avoir une plateforme, qu'elle soit liée au continent ou bien à la région spécifique, où on peut suivre les progrès en matière de suivi et d'évaluation, de veille, de monitoring qui se font, et qu'on puisse avoir une certaine traçabilité des fonds engagés au nom du financement de l'égalité homme-femme et qui se tiendrait dans le cadre de la plateforme du Forum Génération Égalité. Ça, c'est sur la partie, le premier volet de la question qui était la question de quelles sont les perspectives par rapport à la mesure donc, des progrès à réaliser. La seconde partie, répétez-la moi encore parce qu'elle était un peu compliquée. Comment garantir que les avancées féministes se concrétisent davantage d'ici la fin de l'initiative? Alors, garantir, bon, je crois que je l'ai dit sur deux points. À long terme, j'ai dit mes 3 priorités. Ma priorité à long terme, ce serait sur toute une génération, ce serait d'améliorer aujourd'hui l'alphabétisation des filles, des jeunes filles. Donc, la scolarisation, pour moi, est très importante. Ça aura un impact sur les prochaines générations, donc 5 ans ou à 10 ans. Donc, si on améliore aujourd'hui les taux d'inscription et de scolarisation des jeunes filles, nous en verrons les impacts un peu plus tard. Dans un court terme et moyen terme, l'accès au financement. Donc, les femmes sont massivement présentes aujourd'hui dans les secteurs de l'entrepreneuriat, dans le secteur informel, dans le secteur agricole, dans le secteur aussi des ressources énergétiques. Je pense qu'il est important qu'on puisse améliorer l'accès avec des nouveaux mécanismes de financement qui aident les femmes à avoir accès à des opportunités de financement avec des remboursements à des taux d'intérêt qui sont vraiment presque quasi minimes.
ça pourrait nous sortir un tout petit peu de cet engrenage et ça rentre dans les priorités, je pense, du Forum Génération Égalité. Le troisième volet, c'est l'implication des jeunes filles. Je pense qu'aujourd'hui, la numérisation de notre communication publique, de nos plateformes d'information publique, c'est un tremplin pour les femmes. Ça leur permet justement de pouvoir avoir accès à l'information dont elles ont besoin beaucoup plus rapidement qu'elles ne le feraient si elles ne sont pas impliquées dans cet univers. Et donc, pour moi, pour améliorer donc justement l'atteinte des résultats dans le cadre de notre plateforme de Génération Égalité, c'est d'actionner ces trois leviers. Le levier de l'accès au financement, renforcer les mécanismes. Alors, les mesures de financement qui ont été annoncées, accélérer leur capacité à atteindre les cibles qui sont déjà identifiées, avoir une plus grande implication des jeunes, des groupes et des jeunes femmes, qu'on puisse justement les impliquer davantage car elles peuvent nous aider à avoir une lisibilité, une certaine transparence des actions parce qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec les outils de l'Internet, du numérique. On a besoin de plus de plateformes qui nous permettent d'avoir ces données-là chiffrées, de suivre ce qui se passe, de nous éduquer nous-mêmes et éduquer nos collectivités, nos communautés. Et enfin, je ne peux pas laisser ça de côté. C'est pour moi, la scolarisation des jeunes filles est très importante. Ça, c'est pour le futur proche. Merci. Merci bien, docteur. Et j'invite les participants et participantes à poser leurs questions dans le chat et à commencer par lever le doigt. Alors, Madame Ella Wama, on aimerait vous entendre également sur la question. Merci beaucoup. Je crois que Dr. Mariam a dit l'essentiel. Il faut dire qu'au point médian de processus génération et égalité, on constate que des progrès significatifs ont été faits sur toutes les coalitions d'action. Ça, c'est déjà positif. Certes, à des degrés divers, mais sur toutes les coalitions d'action. On a constaté, par exemple, que plus de 100 pays ont adopté des lois pour protéger les femmes contre les violences basées sur le genre et les autres formes de violence. On a constaté que le nombre de femmes qui occupent des postes de direction au sein des entreprises a augmenté de 10%. On a constaté aussi que le financement pour l'égalité des sexes a augmenté de 25%. Cependant, c'est dire alors, comme l'avait dit Mme Diane, que les lignes bougent, on garde espoir. Cependant, il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis à relever. C'est vrai que sur la base des progrès réalisés jusqu'à présent, les perspectives pour la deuxième moitié du processus Génération Égalité, elles sont bonnes. Et nous pensons qu'avec un engagement renouvelé de la part de toutes les actrices et de tous les acteurs, il est possible vraiment de réaliser des progrès significatifs dans cette lutte-là pour l'égalité des sexes. Mais vous savez, rien n'est plus fragile que les droits des femmes. Parce que la question des droits des femmes n'est pas une question prioritaire dans nos pays, mais une question subsidiaire. Alors, dès qu'il y a une crise, la première chose qui est remise en cause, ce sont les droits des femmes. Soit la crise, elle est politique, elle est humanitaire, elle est climatique et autres. C'est les droits des femmes qui sont remis en cause. Donc, ce que nous devons faire pour, je dirais, pour que les avancées féministes puissent se concrétiser davantage, pour nous, ici, en Afrique, c'est déjà de définir nos priorités. Les priorités, les besoins prioritaires des filles et des femmes de nos communautés et ne pas agir par suivisme. Nous devons aussi contextualiser notre approche féministe et coordonner les activités et les actions. L'une des choses qu'on peut faire aussi, c'est vraiment l'implication des hommes et des garçons dans ce processus pour l'égalité des genres. Et il a été heureux qu'après le point médian, il y ait eu le sommet He4She avec la promotion de la masculinité positive.
L'un des points aussi pour moi, c'est qu'on puisse identifier les espaces de pouvoir et y être en tant que femme. Et pour cela, l'engagement politique est fondamental. Les gouvernants doivent pouvoir adopter des lois et des politiques qui promeuvent l'égalité, qui promeuvent en réalité l'égalité des femmes et qui protègent réellement les droits des filles et des femmes. Le second point, docteur Mariam l'a dit suffisamment, c'est bien évidemment le financement. Le financement doit être encore augmenté déjà et orienté vers les filles et les femmes. Le financement de l'entrepreneuriat féminin doit être revu dans une approche intersectionnelle et féministe. Elle a parlé par exemple du fonds AFAWA, mais il y a beaucoup de fonds comme ça qui en griffe, disent être accessibles aux femmes, mais avec des conditions qui excluent les femmes. Lorsque vous demandez aux femmes de venir avec un titre de propriété pour garantir le crédit qu'elles veulent prendre, vous les excluez d'office de ce crédit. Lorsque vous demandez aux femmes rurales de produire une pièce d'identité formelle, vous les excluez d'office de l'accès à ces crédits. Donc, la contextualisation. Bien, le point que je trouve, c'est l'activisme. Nous ne devons pas nous taire, nous devons continuer de marteler que la question de l'égalité des genres est une question de développement. Les droits des filles et des femmes sont des droits humains et non quelque chose, une mode ou un suivisme venu d'ailleurs. C'est une question de développement. L'activisme est très important et moi, je suis heureuse de voir l'engagement des jeunes et un engagement avec l'utilisation du digital. Le docteur l'a dit tout à l'heure, avec tout le développement, tout ce qui se fait en matière, grâce au réseau Internet aujourd'hui, je pense que ça permet d'avoir l'œil et de pouvoir suivre. Et il est important que nous puissions avoir en Afrique cette plateforme-là qui permet de suivre, de coordonner et de rectifier à temps. Ce n'est pas en 2025-2026 que nous allons nous rendre compte qu'il y a encore du retard, mais on peut suivre à temps. Les partenariats stratégiques aussi, c'est très important. Et tout cela avec la participation des filles et des femmes. Nous ne voulons plus des programmes conçus pour les filles ou les femmes. Nous voulons des programmes conçus par les filles et les femmes, avec les filles et les femmes, mis en œuvre avec les filles et les femmes, pour les filles et les femmes. Je pense que si on met tout cela ensemble, il est possible réellement de réaliser des progrès significatifs dans cette lutte pour l'égalité des sexes. Et je suis entièrement d'accord avec Dr. Mariam lorsqu'elle parle de l'éducation. C'est fondamental. L'éducation sous plusieurs angles. C'est fondamental pour réduire les inégalités de genre. C'est fondamental pour asseoir des droits vraiment solides et non qui peuvent être remises en cause parce qu'il y a un changement politique ou parce qu'il y a une crise humanitaire. Je vais m'en arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella. Et j'invite les participants et les participantes à poser leurs questions dans le chat, à poster également des commentaires ou à lever le doigt. Et Madame Diane, votre avis sur la question? Merci. Merci bien. Madame Ella et Docteur Mariam ont tellement bien expliqué les perspectives et également comment garantir les aspects des avancées féministes, que ce soit à moyen, à court terme ou à long terme également. Et j'aimerais souligner également concernant les perspectives qu'il faut vraiment le respect des différents engagements pris. C'est vrai, nous sommes déjà à mi-parcours, mais il faudrait penser nettement à respecter les engagements pris et également toujours et continuer de booster l'approche féministe dans tout ce qui est pris en compte
pour ce processus-là. Et également concernant l'aspect des lois et des législations. Les lois et législations devraient être à tout moment et à tous les niveaux valoriser la femme, adopter et mis en pratique de manière effective dans chaque pays et qu'il y ait une sorte de synchronisation dans les prochaines années afin qu'il y ait une possibilité de revoir et de mettre en évidence les changements législatifs qui marchent dans l'un ou dans l'autre pays afin de l'adopter également dans les différents pays en Afrique francophone. Et pour garantir vraiment ces avancées, je pense que la capitalisation des données et le rafraîchissement de ces données année par année serait vraiment une garantie de mesure des activités et également une mesure des avancées au quotidien. Et également garantir le fait d'avoir l'accès aux ressources par les femmes. Il est vraiment important de tenir en compte, comme l'expliquait très bien Madame Ella, sur la documentation qui exclut généralement certaines femmes à l'accès au crédit, à l'accès au financement, à l'accès même à la terre. Parce que nous savons que certains aspects socioculturels mettent en mal l'accès à la terre par les femmes. La terre qu'elles utilisent, mais qui ne leur appartiennent pas, dû au poids de la tradition et au poids de la sous-scolarisation de la jeune fille. Et également la favorisation de l'environnement économique, politique, technique et technologique pour les femmes, par les femmes et pour les femmes. J'aimerais aussi mettre en évidence l'éducation. L'éducation qui est vraiment au centre même du progrès, au centre même du développement. Nous savons que l'accès à l'éducation est la clé même de l'épanouissement de la jeune fille, l'épanouissement de la femme. Également, pas que l'éducation classique, mais l'éducation numérique, l'éducation technologique afin que les femmes soient mieux outillées, afin de mieux se positionner pour les prochaines années, afin de parvenir à l'éducation, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diane, pour ces éléments de réponse. Alors, Madame Ella, vous pouvez nous en dire encore plus? Oui, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être je vais donner des chiffres. Il faut dire que 92% des engagements de la génération égalité sont sur la bonne voie et seront achevés d'ici 2026. Il y a déjà 11% de ces engagements qui sont totalement achevés et au moins il y a 20 milliards de dollars sur les 40 milliards de dollars qui ont été déclarés, 20 milliards qui sont déjà, disons, sécurisés et environ 10 milliards qui sont dépensés sur les 40 qui ont été promis. C'est peu parce qu'on est à mi-parcours et on devrait être à 20, on devrait être au double. Il y a environ 958 millions de dollars qui sont dépensés par les signataires de Compact, qui est le nombre de filles et de femmes touché est d'environ 22 millions. Il y a 849 de politiques déclarées qui sont mises en œuvre. Il y a 2306 programmes et environ 3649 initiatives de plaidoyer qui sont nées de Génération Égalité. Nos voix comptent est l'une d'elles. C'est dire que ce n'est pas peu, mais il manque une coordination, il manque une connexion réellement. Aujourd'hui, on a ONU Femmes qui est au cœur et qui devrait nous servir de tremplin pour faire avancer les droits des filles et des femmes. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella. Alors, les participants, nous vous invitons à poser des questions.
Apparemment, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, bien sûr, docteur. Alors, voilà. Le commentaire que je voulais faire a à voir avec la question de, évidemment, j'ai vu, c'est comme un plaidoyer que Madame Ella fait par rapport donc au rôle, à la présence de ONU Femmes dans les différents pays. De tout temps, ça a toujours été cette question, elle a toujours été posée. Les organisations souhaitent vraiment avoir la présence de ONU Femmes, c'est vrai. Je voulais revenir quand même sur, quand on parle d'implication des femmes et des filles, eh ben, ça fait partie aussi des choses qu'on doit améliorer en tant qu'actrice de la société civile. C'est aux femmes de réclamer justement la présence de ONU Femmes. J'ai pu voir 2 ou 3 processus dans des pays qui n'avaient pas de présence d'ONU Femmes, ce sont les organisations féminines qui sont mises ensemble, qui vont demander à leur pays, c'est-à-dire qu'au pays, il y a l'autorité, souvent ça doit être souvent à différents niveaux, mais je pense au ministère des Affaires étrangères, certainement. Peut-être que chaque pays a différents canaux, en tout cas. Mais le plaidoyer actif, il vient parce que c'est l'État qui demande auprès du siège des Nations Unies la présence de ONU Femmes pour améliorer. Donc là aussi, nous devons améliorer en tant qu'organisation. Madame Ella parlait tout à l'heure de coordination. Nous devons améliorer la coordination que nous pouvons avoir au niveau de nos États, de notre société civile, pardon, pour qu'on puisse améliorer comment on peut avoir comment débloquer ces goulots d'étranglement au niveau donc de notre action commune et collective. Merci. Merci beaucoup, Madame, Madame Rachid, je prends la parole hein, parce que c'est une question très importante pour moi. Nous le savons, j'insiste parce que au sein de l'espace de nos voix, il y a plusieurs pays qui sont dans cette situation-là et qui souhaitent vraiment cette présence. Donc, comme vous l'avez dit, la force du plaidoyer, la force du nombre pour aboutir à ce que nous voulons. Et les démarches qui ont été entreprises, c'est qu'il faut des financements. On connaît à peu près le budget qu'il faut pour soutenir l'ouverture d'un budget, d'un bureau pays de ONU Femmes dans un pays. Et là aussi, nous voulons donc lancer un appel aux grands organismes et aux pays qui soutiennent justement ONU Femmes pour qu'ils pensent aux pays d'Afrique francophone subsaharienne. Nous existons, nos voix comptent, nous avons aussi droit à avoir ces opportunités-là. Merci. Merci beaucoup. Je vois Madame Alimata qui avait la main levée. Madame Alimata. Madame Alimata. Oui. Madame Crispine Nguena, vous avez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Crispine Nguena, je suis ambassadrice NovaCont en RDC. Je voulais juste avoir un peu d'éclaircissement de l'évolution de la question de la langue dans le processus Forum Génération Égalité, parce que il a été constaté plusieurs documents, plusieurs réunions dans le processus sont à langue anglaise, ce qui fait en sorte que les jeunes femmes de l'Afrique francophone se sentent dans bien des cas être écartées parce que elles ont les barrières là de la langue. Alors, je voulais savoir au stade actuel, quel a été fait pour permettre que les femmes de l'Afrique francophone puissent participer efficacement dans le processus en tenant compte de la différence linguistique, mais aussi au stade actuel, est-ce que le pourcentage de la participation des féministes de l'Afrique francophone a évolué? Si je peux avoir le pourcentage, ça serait très bon.
parce que moi-même, je fais partie de plusieurs coalitions et plusieurs réunions. On est coincé parce que par moment, il y a pas d'interprète. Il faut faire avec. Et c'est là, faire en sorte c'est pas bien, on ne sait pas trop être efficace. Alors, je voulais savoir si Madame est là et d'autres panélistes pourraient essayer un peu de nous éclaircir quant à cette question des blocages linguistiques. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madame Ella, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame Crispine. Vous posez un problème crucial et d'ailleurs, au sein de nos voix contre, nous avons une coalition d'action sur l'inclusion linguistique. L'inclusion linguistique. Tout à l'heure, je disais qu'en Afrique francophone subsaharienne, nous devons définir nos priorités. Ça reste une priorité. La loi du nombre fait qu'on n'a pas partout les documents traduits dans toutes les langues pour être accessibles à tout le monde et que les conférences ne se tiennent pas dans les langues en faisant une inclusion, mais en tenant compte juste de la majorité. Tout à l'heure, nous avions parlé de l'intersectionnalité. Ce n'est pas seulement au niveau linguistique, c'est aussi au niveau des personnes porteuses de handicap, c'est aussi au niveau des personnes qui viennent de certains pays. Beaucoup n'ont pas pu prendre part justement au point médian de génération égalité parce que leur pays était interdit d'avoir des visas pour aller ailleurs, ainsi de suite. Par rapport à l'inclusion linguistique pour les francophones, cela reste un défi permanent. Il y a eu beaucoup d'avancées. Lorsque nous prenons aujourd'hui, par exemple, les documents de la Banque africaine de développement, toutes les ressources sont traduites en français et en anglais au moins. Et il en est de même dans beaucoup d'autres organismes qui ont compris et pris en compte cette réclamation sur l'inclusion linguistique. Cependant, cela reste encore un point d'attention. Lorsque vous êtes dans ces grandes conférences, même à la Women Deliver en juillet dernier, les francophones ont dû parler anglais. La traduction, l'interprétation était disponible, mais dès que vous commencez à parler en français, personne ne prend son casque pour écouter. Par contre, nous, les francophones, quand les autres parlent en anglais, nous prenons le réflexe pour mettre notre casque. Donc, nos voix ne comptent pas. Raison de plus pour que nous puissions rester mobilisés au sein de notre mouvement Nos voix comptent pour nous faire entendre. La participation des féministes récemment, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas des chiffres. Il n'y a pas eu des personnes qui ont pu comparer la participation passée et présente des féministes francophones dans ces espaces, mais ça peut être un point d'intérêt, un point d'attention pour le groupe de travail inclusion numérique et justice linguistique de nos voix comptes. Je vais laisser Dr. Mariam compléter. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella. Oui, docteur Mariam. Oui, donc merci à Madame de la RDC que je salue pour sa question, elle est pertinente. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, j'étais à Beijing +10, j'étais très jeune, et j'étais dans une délégation donc, gouvernementale de mon pays. Et déjà, vous imaginez, alors on parlait de... C'était en Belgique +10, donc ça devait être en 2005, je crois, oui. Et, et donc, à l'époque, déjà, moi, je suis bilingue en français et en anglais. Et la délégation donc, qui participait était de la Guinée. Donc, il y avait plus d'une trentaine de femmes leaders qui étaient là à l'époque. Je devais être la plus jeune, hein. Il y avait presque personne de moins de 40 ans à l'époque, je me rappelle. Et j'avais déjà énoncé ce problème donc, de la participation des jeunes, ce qui s'est largement amélioré au cours des 10 dernières années. Je crois que beaucoup plus de jeunes participent, par exemple, au rassemblement et au processus qui se tiennent, en tout cas au sein du système des Nations Unies, quand ça se passe, par exemple, à New York. Mais le problème restait pareil, c'est-à-dire que lorsque vous avez des sessions plénières, les traductions étaient là, donc dans les grandes salles plénières programmées. Mais vous savez, quand il y a ce genre de grande mobilisation mondiale, il y a beaucoup d'organisations qui viennent pour participer, pour faire participer justement leur voix et leurs priorités. Et donc, il y a ce qu'on appelle les sessions parallèles. Et celles-là ne figurent pas tout le temps dans le grand programme
administrés par l'organisation qui gère donc les sessions et le programme de conférences. Et souvent dans les sessions parallèles, ou même dans les sessions qui se font en marge donc, de la grande mobilisation, il n'y a pas de financement de la traduction linguistique et c'est un grand souci. Et moi, je porte le blâme plus sur donc, la coordination, le manque ou la faible coordination par les organisations féminines qui y participent avant d'aller dans des grandes conférences, de se mettre ensemble pour pouvoir avoir une approche, une ligne de conduite et pouvoir, je dirais, imposer leur agenda. Ce que moi j'avais remarqué à l'époque, et je sais que c'est toujours d'actualité, c'est que certains pays ont l'exercice, ont la pratique du militantisme tel qu'il faudrait qu'il soit lorsqu'on va dans des plateformes mondiales. Je parle par exemple des pays anglophones qui nous surpassent sur, c'est pas juste une question de langue, mais c'est aussi la manière dont elles arrivent à avancer leur agenda pour imposer leur agenda. Je parle des pays comme l'Afrique du Sud, je parle des pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya, qui sont très percutantes et pertinentes lorsqu'elles ont un agenda. Nous, les pays francophones, nous sommes encore un tout petit peu en arrière sur ces questions-là. Donc, il faudrait qu'on prenne à bras le corps et qu'on s'entende que dans des organisations qui représentent les nations, qui représentent le monde, qui représentent toutes les formes de participation inclusive, qu'on puisse inclure les langues officielles reconnues par les agences justement multilatérales en général. Plusieurs langues sont reconnues. Je cite sur le continent, je cite le pays, parce que lorsque vous êtes dans des réunions pareilles, il y a ce qu'ils appellent des caucus par continent. Donc, il y a le caucus Afrique, il y a le caucus Asie, il y a le caucus du Moyen-Orient, le caucus arabe. Et vous allez voir que dans chacun de ces caucus, les langues principales parlées sont traduites. Dans notre caucus Afrique, nous n'avions presque pas de traduction. Et moi, j'ai commencé mon militantisme comme cela en offrant gratuitement dans ces caucus-là auprès de mes aînés à l'époque une traduction instantanée. Je ne suis pas formée pour ça, mais j'étais capable, et ça m'a formée d'ailleurs, de pouvoir le faire dans ces réunions-là. Je crois que si je regarde 10 ou 15 ans après que nous en sommes encore en train de parler d'inclusion, c'est que nous avons du travail à faire au sein de nos écosystèmes, au sein de nos coalitions. Si nous voulons que nos voix comptent, nous devons pouvoir faire participer à l'externe nos organisations, nos représentations féminines et féministes. Et aussi, au niveau national, nous avons toujours ce gap. Nous n'arrivons pas à faire participer les femmes rurales qui ne parlent pas les langues françaises ou anglaises ou autres, ou portugaises. Nous n'arrivons pas à les inclure dans le processus de dialogue en interne et de réflexion. Et c'est un gros souci pour moi. On ne peut pas parler d'inclusion. On ne peut pas parler de ne pas laisser les femmes pour compte ou les filles pour compte si on n'apprend pas à inclure dans nos plaidoyers les langues que les femmes comprennent le mieux. Et ça, c'est un gros... Et encore, je reparle encore, c'est une question de volonté politique. Mais volonté, elle doit être poussée par le plaidoyer des femmes et c'est une question de financement. Parce que pour pouvoir faire traduire, il faut juste avoir les moyens de financer la traduction. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et je redonne la parole à Madame Ella. Et le temps nous est imparti. Ouais. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour cette intervention. Vous l'avez dit, nous-mêmes déjà, on le fait avec les femmes rurales et ça se répercute sur nous dans les grands espaces. Je veux simplement insister que les documents, par exemple, que nous avons, qui sont traduits de l'anglais au français, perpétuent l'invisibilisation des femmes parce qu'en anglais, il y a un pronom neutre, c'est veut. Lorsque nous venons en français, on a le ou la. Mais lorsque les documents sont traduits, on n'aura pas participante ou participante, on n'aura pas un langage inclusif, on n'aura pas des termes épicènes dedans. Du coup, on se retrouve dans le masculin non inclusif et les francophones ont eu le temps de croire que le masculin était inclusif. Non, le masculin n'est pas inclusif. Et si vous voulez parler en tenant compte des filles et des femmes, ne venez pas nous dire, par exemple, bonsoir, chers participants, je ne suis pas un participant, je suis une participante. Donc, le langage
langage non inclusif contribue davantage à l'invisibilisation des femmes dans l'espace francophone et nous devons réellement en faire une priorité pour qu'on soit pris en compte. Si nous n'existons pas dans les mots M-O-T, nous n'existerons, il n'y aura pas un nom et une solution aux mots dont nous souffrons, M-A-U-X. Ça commence d'abord par la visibilisation de la présence, de la participation, du travail des femmes dans l'espace francophone. Et ça, c'est une question primordiale. Et comme vous l'avez dit, si on n'a pas de financement pour soutenir et plaider pour cela, on restera toujours à la traîne. Et vous avez des organisations qui disent œuvrer pour les droits des filles et des femmes et qui utilisent un langage masculin. Je dis, mais vous faites quoi comme ça? C'est pas juste et on devrait s'entraîner, s'exercer toutes et tous à utiliser un langage qui tient compte des femmes. Nous parlons en français et le masculin n'a jamais été neutre ou englobant en français. Le masculin a purement été non inclusif et fait quoi? Les femmes n'existent pas. Et l'utilisation comme ça là, de ce masculin non inclusif perpétue des biais de genre, des stéréotypes de genre. Au cours d'une des formations, j'ai raconté une anecdote aux participantes et aux participants et j'ai dit, un homme a fait un accident avec son enfant, le père est décédé, l'enfant grièvement blessé a été conduit à l'hôpital. On a appelé le docteur pour l'opérer et le docteur dit, c'est mon enfant, je ne peux pas l'opérer. Qui était le docteur? Et je vous assure, j'ai entendu tout sauf ce que je devais entendre. Mais si le docteur dit que c'est pas son enfant, ça veut dire que la dame, elle avait trompé son mari, ça veut dire que c'était une infidèle, ça veut dire que l'enfant avait deux pères et tout. J'ai entendu tout. Et je leur ai répondu simplement, on a dit un enfant, on dit le père est décédé. Un enfant a deux parents. Si ce n'est pas le père, c'est la mère. Pour vous, le docteur, ça ne peut pas être la mère? Mais je pense que si on avait posé ce problème en anglais, il n'y aurait pas eu cette confusion-là. Donc, franchement, faisons l'effort déjà en tant qu'activistes pour les droits des filles et des femmes d'utiliser en français le langage inclusif. Ça